Ben, on va accélérer, j'imagine. Si possible, je vais vous accorder le... on va aller assez vite si on peut être un peu plus concis, parce que l'assistance, j'imagine, va intervenir d'un moment à l'autre. Sur la balkanisation, je suis content que Charles ait rappelé que c'est depuis les années 60 qu'on parle de balkanisation. Mais non, sur la balkanisation, en fait, ça vient du mot Balkan. Tout ça, c'est le démembrement d'un pays, en gros, pour faire ça simple. Et Lumumba en parlait parce qu'il y avait des forces au Congo qui, à l'époque, je reviens sur ça parce que justement, dans mon premier bouquin, j'essaie d'expliquer comment le Canada et les Nations Unies ont participé à l'assassinat de Lumumba. Et on retrouve le même modus operandi au Rwanda et par la suite au Congo, dans une certaine mesure. Mais pourquoi est-ce que Lumumba parle de balkanisation? Parce qu'il se rend compte, quand vous regardez, il y a des documents belges qui ont été révélés par la suite, où les autorités de l'Union minière, la multinationale qui régnait à l'époque, discutaient du démembrement du Congo en partant du principe que si on ne peut pas contrôler le pays, il faut le morceler de sorte à contrôler des zones qui peuvent être contrôlables. Et cette logique, dans le cas du Congo, a la peau dure. Parce que quand la guerre de 96 commence, il y a un élément que les gens ne voient pas. Allez regarder certains grands médias au début de la guerre de 96. Il y a des gens qui disent la théorie du démembrement du Congo est à l'œuvre. Le journal Le Monde l'a écrit, d'ailleurs, je reprends cela dans mon bouquin, cette coupure de presse, où on parle de théorie de démembrement. Mais il n'y a pas que ça. En 96 toujours, aux États-Unis, il y a un professeur d'université qui travaille avec le Pentagone, qui produit une étude dans laquelle il explique que pour mieux contrôler le Congo, il faudrait peut-être provoquer son démembrement. En 98, quand la deuxième guerre du Congo commence, la deuxième guerre d'agression rwando-ougandaise commence, le 2 août 98, quand cette guerre commence, aux États-Unis, il y a une réunion sur les minerais stratégiques à Chicago. Et Walter Castaner, le fils d'un vendeur de coltan de Chicago, lors d'une grande conférence sur les minerais stratégiques, va dire la meilleure manière, par rapport à tout ce qui se passe, la meilleure manière d'avoir accès aux richesses du Congo, aux ressources du Congo, c'est peut-être aussi de pousser au démembrement de l'Est congolais. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit. Dans Stratégie du chaos, nous sommes revenus sur ça parce que quand vous parlez de démembrement, de balkanisation, en Occident, on vous fait passer pour des fous, pour des théoriciens du complot. Parce que certains universitaires ou journalistes ont cette paresse intellectuelle de réduire toute réflexion qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'arrivent pas à maîtriser à des simples théories de complot. Mais ce sont des faits qui sont étayés et qui peuvent être expliqués. Charles le sait peut-être, en 1997, il y a eu une réunion à Bonn avec les gens de Sima Kivu, où on a proposé aux gens de Sima Kivu, on leur a dit, écoutez, vu que votre pays est en guerre, il y avait le professeur Nashi dedans, on leur a dit, la meilleure solution pour vous, membres de la société civile de Kivu, c'est de vous tourner vers l'Est. Et il y avait une ONG qui était très impliquée, qui s'appelle Paul Institute, d'ailleurs Charles, tu parles de ça dans Situeur Tutsi. Une ONG qui poussait, qui militait pour le démembrement de la partie Est du Congo. Si on va encore plus loin, en 2013, en Belgique ici, on a parlé d'un projet, le fameux projet du plan Marshall pour l'Est du Congo. On l'a oublié. Mais allez regarder de très près, qu'est-ce que ça disait en fait? Qu'est-ce qu'on voulait? Et je rappelle aussi ce qu'a dit Herman Cohen en 2008. Je cite des gens et des documents, pourquoi? Parce que quand vous parlez de cette histoire de balkanisation, on vous fait passer pour un pauvre demeuré. Et donc, Herman Cohen a dit très clairement que pour le département d'État, le Kivu appartient au Rwanda. Et en 2013, pendant la guerre du M23, il y a aux États-Unis une réunion à la sous-commission des affaires étrangères sur l'Afrique. Et vous avez le chef des experts des Nations Unies qui était déployé en RDC, Steve H., qui explique très clairement aux responsables américains, il dit pour comprendre la stratégie du Rwanda en RDC, pour comprendre ce que fait le M23, il faut garder à l'esprit que tout cela concourt à l'édification, si l'on veut, comme ça,
à la création d'un État fédéral à l'est du Congo. Donc cette histoire de balkanisation n'est pas une vue de l'esprit. Il faut qu'on garde cela à l'esprit. Et quand vous lisez les rapports des Nations Unies, parce qu'il y en a beaucoup, mais les experts des Nations Unies le disent très clairement. On explique toute la stratégie derrière. Donc, j'insiste sur ça parce qu'on a tendance à penser que ça ne va peut-être pas arriver. Non, ça peut arriver si le Congolais n'y prennent garde. Nous devons être conscients de ce qui se passe, que le Rwanda et ses soutiens sont déterminés. Et comme d'ailleurs l'explique Charles dans le grand projet Imatuti et tout ça, ce sont des choses qui ont été discutées à des très hauts niveaux. Ce diplomate que Charles cite dans son livre, c'est quelqu'un qui existe, hein, un diplomate nord-américain qui dit très clairement que, bon voilà, j'ai vu des choses au Rwanda en 1995, mais on ne se rendait pas compte. Et je veux conclure avec les propos d'un proche de Kagame à l'époque, Christophe Akizibera, qui est au FPR. Nous sommes en 1993, il y a la guerre au Rwanda, il n'y a pas de guerre au Congo, c'est encore la guerre au Rwanda. Et il pose la question à Kagame, et ça a été repris par la journaliste Colette Brackman, qu'on ne pourra pas soupçonner d'être une négationniste, qui est très proche de Kigali, puisqu'elle a même été récompensée pour ça, pour sa proximité. Ce tome pose la question, en fait, Akizibara dit ceci, pendant les discussions dans notre maquis, quand on posait la question de savoir comment est-ce que nous allons financer notre guerre, Kagame répondait calmement. Non, il y avait des gens qui répondaient que ne vous inquiétez pas, le Congo est riche et le Kivu aussi. Donc nous sommes en 1993. C'est pour dire que ce que nous voyons aujourd'hui ne tombe pas du ciel. Ça a été pensé par des gens quelque part. Et si les Congolais n'y prennent garde, le Congo pourrait bien voler en éclats, quoi. D'où la fameuse balkanisation. Et Paul Kagame, tout récemment, lors d'un séjour au Bénin, si mes souvenirs sont bons, a dit clairement, pas de façon détournée, en tout cas clairement qu'il avait des visées territoriales sur le Kivu. Ce n'est pas un secret. Il n'y a que les Congolais qui n'arrivent pas à décoder ce message-là. Et donc on va maintenant parler, avant de passer à la parole à l'assistance, des Banyamulenge. Si on dit balkanisation, évidemment qu'il y a dans une certaine mesure l'implication de ceux qu'on appelle Banyamulenge. Il se trouve que Laurent Kunda, Bosco Ntaganda et j'écorche son nom, et Azarias Rouberois ont quelque chose en commun. C'est pas moi, ils disent qu'ils sont Banyamulenge, ils ont toujours dit, tous les Congolais ont entendu les uns et les autres dire qu'ils étaient Banyamulenge, Tutsi Congolais, etc. Bon, je regrette que les Congolais ne prennent pas ça très, très, très au sérieux. Ou s'ils le prennent au sérieux, qu'ils ne réagissent pas vigoureusement par rapport à ça. Parce que je sais que les Congolais sont tétanisés depuis des années avec l'histoire du génocide des Tutsis. Mais de grâce, les Congolais n'ont jamais traversé la frontière pour aller faire une extermination au Rwanda. Ils ont accueilli systématiquement tous les Rwandais ou tous Tutsis qui ont eu des problèmes chez eux. En 1959, les Tutsis sont venus, ils ont été accueillis. En 1994, les Hutus ont eu des problèmes, ils ont été accueillis. Même bien avant. Et même bien avant. Donc, de grâce, les Congolais doivent se débarrasser de cette crainte qui fait que s'ils parlent des Tutsis du Congo, ils vont être taxés d'être xénophobes. Je ne comprends pas pourquoi ils continuent. Donc, j'ai essayé de faire un effort pour donner un petit coup de main. Hein? Bon. Et mon coup de main vient comment? C'est que moi, j'entends que les Banyamulenge, ou ceux qui se désignent comme Banyamulenge au Congo, ils sont depuis le XIVe siècle. Bon, j'ai d'abord commencé à me poser la question, pourquoi depuis le XIVe siècle? Le Congo n'existe pas depuis le XIVe siècle. Le Congo existait très longtemps avant, non? On est d'accord? Bon, donc s'ils disent qu'ils sont là depuis le XIVe siècle, ça signifie qu'ils sont peut-être venus de quelque part. Bon, je leur accorde le XIVe siècle. Moi, je commence à chercher. Et j'écoute d'ailleurs leur propre définition. Ils disent qu'ils
ils sont des rwandophones. Parce qu'au Congo, la sociologie et l'ethnologie du Congo, là, c'est défini par la langue. Et ils disent qu'ils sont Banyamulenge parce qu'ils habitent la colline ou le Mulenge. Bon, d'accord. Mais je me rends compte que depuis l'époque coloniale, il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher aux colons belges, en l'occurrence, ou allemands d'ailleurs, c'est d'avoir recensé toutes les ethnies au Congo. Et la culture congolaise identifie les gens en général par deux choses: la langue et les chefs coutumiers. Quand j'arrive donc sur le cas des Banyamulenge, leur langue est le Kinyarwanda, donc la langue du Rwanda. Combien de populations, combien d'ethnies au Congo parlent le Kinyarwanda? Je ne parle pas de ceux qui ont étudié à l'école, qui sont allés au Rwanda, etc. Ceux qui parlent le Kinyarwanda au Congo sont exclusivement les Banyamulenge. Bon. Qui est donc le chef traditionnel des Banyamulenge? Je me rends compte qu'ils commencent à parler des rois Bugiri, qui sont en fait des rois du Rwanda. Donc, je dis donc, ok, s'ils sont là depuis le XIVe siècle, où sont les documents ethnologiques, les récits de voyage qui attestent de leur existence au Congo pendant le XIVe siècle, du XIVe siècle jusqu'au XXe siècle, au XIXe siècle? Je ne trouve rien. Je vais donc chercher un travail très important qui a été oublié par beaucoup de chercheurs. C'est le rapport de la commission Vangou, qui a été faite en 1994. La commission Vangou, Vangou Mambweni, qui était donc le membre, qui était parlementaire zaïrois à l'époque, et qui a présidé donc cette commission. Et les parlementaires zaïrois ont fait un travail extraordinaire. Ils ont interrogé les Banyamulenge eux-mêmes. Donc, un certain M. Gapangwa, qui était un des tout premiers intellectuels Banyamulenge. Et quand on leur demande les documents qui attestent de leur existence ancienne au Congo, ils disent que non, en fait, ils n'ont pas de documents, ils avaient des cartes de baptême. Bon, donc il y en a un qui a cité une carte de baptême de 1900, je ne sais pas, 6 ou je ne sais pas quoi. Mais sauf que dans le périmètre où il parle de carte de baptême, il n'y avait pas d'église. Donc, comment pouvez-vous obtenir une carte de baptême dans une zone où il n'y a pas d'église? Bon. Je vais donc un peu plus loin. Je me dis, bon, supposons que la commission Vangou pour les Banyamulenge n'a pas fait un travail suffisant. Je vais donc regarder les individus qui se réclament donc Banyamulenge pour voir leur histoire avec le Congo, l'histoire de leurs ancêtres avec le Congo très ancienne. Et je tombe sur un rapport de la MONUC, un rapport spécial, qui est un rapport confidentiel de 10 pages, qui parle de Laurent Nkunda, que le monde entier a vu célébrer dans tous les médias occidentaux comme le porte-parole attitré des Banyamulenge, qui lutte pour le droit des Banyamulenge. Et que dit le rapport de la MONUC? Que M. Laurent Nkunda était sergent dans l'armée rwandaise, qu'il est rwandais, et qu'il est retourné chez lui au Rwanda. Et à aucun moment, ce rapport ne fait allusion ni au fait que M. Laurent Nkunda a la nationalité congolaise, ni au fait que M. Laurent Nkunda est congolais. Or, tous les Congolais savent que M. Laurent Nkunda est devenu général dans l'armée congolaise. Et son cas n'est pas unique. Et son cas n'est pas unique. Mais ce n'est pas tout. Je me rends compte que
Monsieur Azarias Rouberoi, vice-président de la République, de la RDC, après les accords de Sun City, chargé de la sécurité, au moment où on massacre les Congolais en 2003, 2004, 2005, et que Laurent Nkunda est identifié avec Moutebouissi comme les organisateurs des massacres et des viols des femmes à l'Est, le vice-président chargé de la sécurité ne demande pas la mise aux arrêts ni de Laurent Nkunda ni de Moutebouissi. Et quand les experts, j'ai eu accès à des documents confidentiels, c'est pour ça que je crois qu'ils ne bougent pas beaucoup sur ce truc, parce qu'ils ont compris probablement que j'ai encore d'autres choses. Quand on demande à M. Azarias Rouberoi quel est l'état de la sécurité à l'Est, il est dans une réunion avec M. Adoyelo, avec M. Louis Michel, etc. Les représentants de l'Union européenne, il dit que tout va bien. En 2004. Bon. Je regarde donc ce qu'écrit M. Azarias Rouberoi. Il se trouve que j'ai obtenu dans des documents le concernant, notamment le certificat, le diplôme, le baccalauréat, le diplôme d'État, donc que tous les Aïrois connaissent comme le premier document qui vous permet d'accéder à l'institution universitaire. Et là, quand même, on peut reconnaître que l'État zaïrois, à ce moment-là, était très fiable au niveau des informations. Il est marqué dedans que M. Azarias Rouberoi est né à Rugezi, donc au Rwanda. Le certificat d'aptitude physique de M. Azarias Rouberoi, la même année où le diplôme d'État dit qu'il est né à Rugezi, le certificat d'aptitude dit qu'il est né à Itombwe. En RDC. Bon, en RDC. Le troisième document que j'utilise, c'est le livre écrit par M. Azarias Rouberoi lui-même, qui nous dit qu'il est né à Minembwe. Bon, moi, je ne suis pas allé très loin. J'ai simplement demandé que M. Azarias Rouberoi explique aux Congolais est-ce qu'il y a un seul Congolais qui est né à 3 endroits le même jour? Donc, il faut au moins que les Congolais lui posent la question que, en fait, vous êtes né à Itombwe, à Rugezi ou à Minembwe? Parce qu'il n'y a aucun Congolais qui va vous présenter un acte de naissance avec le même jour où il est né à 3 endroits différents. Et j'arrive donc à un autre élément qui est celui de comprendre pourquoi effectivement, les Congolais souffrent avec les Banyamulenge. Je constate que en 1996, ce qui va entraîner la chute du maréchal Mobutu, ça va être la révolte des Banyamulenge privés de leurs droits. La guerre de 98, déclenchée par l'ancien chef d'état-major de l'armée congolaise, qui est redevenu rwandais, qui manifestement était un Banyamulenge des circonstances, vous avez bien compris qu'il s'agit de James Kabarebe. Lui-même, il déclenche cette guerre, il dit que c'est pour la protection des droits des Banyamulenge. Mais il va y avoir, jusqu'à aujourd'hui, le M23, c'est toujours la protection des Banyamulenge. Sauf que les mêmes Banyamulenge disent que grâce au maréchal Mobutu, ils ont eu une nationalité collective. Aucun pays du monde n'a demandé une nationalité collective à des individus et n'a octroyé une nationalité collective à des individus. Et ils disent aussi que, dans le même temps, ils occupent de très hautes responsabilités, à commencer par l'ancien directeur de cabinet du président Mobutu qui s'appelait Barthélemy Bisengimana. Donc, comment donc les Congolais peuvent être si xénophobes au point de vous confier des postes de vice-président de la République, directeur de cabinet du président, général dans l'armée congolaise,
et vous faites la guerre contre cet État et contre ses populations. Il se trouve que Barthélemy Bisengimana était étudiant en RDC, il était rwandais en tant qu'étudiant, il était à la tête de l'organisation des étudiants rwandais. Bon. Il était rwandais en tant qu'étudiant, il se retrouvait au cabinet du président Mobutu en tant que Congolo-Rwandais ou Congolais, ça je ne sais pas. Donc, j'ai donc compris qu'il y avait un problème, parce que si on veut parler des questions de discrimination, il y a une communauté au Congo qui est l'une des plus discriminées de toutes les communautés, ce sont les Pygmées. Mais ils sont discriminés au Congo-Brazzaville, ils sont discriminés au Cameroun, ils sont discriminés au Gabon. À aucun moment, ces gens n'ont pris des armes pour revendiquer leurs droits. Je n'ai pas compris quel est le prix que les Congolais payent pour simplement accorder aux Banyamulenge leurs droits. Donc j'ai considéré que les Congolais étaient face à une escroquerie politique, parce que c'est de ça dont il est question, et il est temps que les Congolais parlent, aient le courage de parler de ça, parce que c'est le cœur du problème de la situation que vit le Congo depuis 1996 jusqu'à présent. Je peux compléter. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que dès qu'on parle de cette histoire de Banyamulenge, tout le monde est tétanisé au Congo. Et je veux rappeler ici que le livre de Charles Onana n'est pas disponible en RDC.